Annick Brunier, qui est donc administratrice chez Limagrin, Chantal Chaumel, on l'a dit il y a un instant, tout juste ex-directrice des affaires juridiques de Coop de France, Damien Lacombe, président de Sodial, et Xavier Hollands, rédacteur du référentiel. Prenez le micro, Xavier, s'il vous plaît. Je vais commencer avec vous, pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur le pourquoi ce référentiel, comment l'avez-vous travaillé. Ce qui vous a peut-être surpris aussi en commençant à réunir un certain nombre d'éléments pour avoir ensuite toutes ces pages et toute cette synthèse. Pourquoi d'abord ce travail ? Alors, merci pour cette première question, parce que je pense qu'il faut qu'on partage un premier constat qui, Bertrand et moi, nous a étonnés en tant que chercheurs spécialisés sur la gouvernance. C'est qu'on ne sait quasiment rien d'un point de vue académique de la gouvernance des coopératives agricoles. En tout cas, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'espère qu'on va pouvoir y contribuer, même modestement, à travers ce référentiel. Ce qui nous a étonné, c'est que la profession avait déjà travaillé, et Coop de France, notamment, avait produit un excellent document qui s'appelle l'administrateur en question. Mais d'un point de vue académique, donc du point de vue de la communauté des chercheurs, qu'on représente un petit peu, Bertrand et moi, il n'y a quasiment rien. J'ai fait mon enquête, je dirais, et je me suis rendu compte que seulement 12 articles en français et 33 en anglais, depuis 50 ans, traitent de cette question. Comment expliquez-vous cette pauvreté, entre guillemets, académique ? La pauvreté, c'est que, peut-être ça a été évoqué lors de l'intervention de Jean-Christophe Juillard, la coopération est sans doute mal connue. Elle est parfois décriée, et décriée sans doute parce qu'elle ne correspond pas à l'entreprise telle qu'on se l'imagine classiquement. Pourtant, quand on écoute les chiffres que j'ai moi-même rappelés tout à l'heure, on peut s'étonner. Et c'est bien justement de revenir à des faits objectifs. La coopération agricole, c'est un pan entier de l'économie, c'est un tissu économique industriel majeur, et ce sont des acteurs majeurs du territoire français en région. Donc je crois que c'est important de rappeler ces faits. Et ce décalage-là entre une réalité économique vivante, existante, importante, et l'absence de connaissances ou d'intérêt même pour le sujet nous a frappés. Donc ça, c'était le point positif, en fait, pour les chercheurs que vous étiez. Vous aviez à chercher. Mais dans quelle direction êtes-vous allé ? Parce que si vous n'aviez pas de base au départ, dans quelle direction êtes-vous allé ? Alors, ce qu'on s'est donné comme ligne de départ, c'était déjà, de travailler avec les acteurs de terrain, la profession. Et ça, c'est ce qui nous a toujours guidés depuis le départ et la création de la chaire en 2012. Et effectivement, la profession avait fait un travail important, je dirais presque doctrinal, en rappelant effectivement le cadre juridique. Et ça a été le formidable boulot de Coop de France. Nous, on s'est positionné sur quelque chose sans doute de complémentaire, qui était le fait d'analyser la gouvernance comme un levier de développement. Et ça, c'est à la fois une conviction, mais c'est pas simplement une conviction, c'est une réalité. On constate partout dans le monde, quand les coopératives et les coopératives agricoles sont performantes, elles ont généralement une gouvernance qui est performante. Et donc, notre credo, je dirais, ça a été de lier la gouvernance et le développement stratégique. Et c'est ce qu'on a fait pendant près de 3 ans en échangeant avec de nombreux acteurs. Quel est l'état des lieux que vous constatez aujourd'hui sur cette gouvernance avant même de l'envisager comme levier de développement ? L'état des lieux, il correspond, je dirais, il est le reflet ou l'image de la diversité de la coopération agricole. Je crois que ça a été évoqué par Gérard Rodange au début. La coopération agricole, c'est aussi bien des petites coopératives en taille, et ce sont des grandes coopératives internationalisées. Donc de ce point de vue-là, il y a une diversité aussi de pratiques de gouvernance. Et ce qu'on a essayé de faire à travers ce référentiel, c'est de dégager des points d'attention pour se dire finalement, est-ce qu'on a la capacité à avoir une gouvernance qui va accompagner stratégiquement le développement de la coopérative. Et c'est les 6 chantiers qu'on a dégagés avec les acteurs de la profession, et c'est les différentes propositions qu'on émet à la fin du document. Alors les propositions, on en parlera notamment avec Bertrand Valliorgue tout à l'heure dans la deuxième partie, mais peut-être une question de ma part sur l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde justement ces contraintes liées à la mondialisation, est-ce que vous avez ou pas le sentiment que les coopératives, de par leur système de gouvernance, sont en danger aujourd'hui ? Alors en danger, je dirais non, plutôt pas, parce qu'elles ont une gouvernance ou une histoire et une perspective de long terme qui leur permet de s'inscrire dans ce mouvement-là. Je crois qu'on ne peut pas refuser la mondialisation, c'est un fait qui s'impose aux coopératives comme aux autres entreprises.
Et les coopératives qui prennent à bras le corps cette mondialisation sont capables de l'affronter comme n'importe quelle entreprise. Mais peut-être avec une perspective qui est différente, qui est celle de long terme, de s'associer au territoire, de développer le territoire. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence par rapport à des entreprises classiques qui ne vont pas hésiter à bousculer leur modèle de production, leur modèle d'approvisionnement pour aller là où, effectivement, l'approvisionnement est moins cher, là où le système de production est peut-être moins cher également. Et ça, c'est, je crois, la pertinence d'un modèle qui s'inscrit dans la durée, qui fait tout l'intérêt et toute la performance de ces coopératives. Dit autrement, ce que les observateurs pourraient qualifier de choc des échelles, pour vous, par rapport aux réalités de la gouvernance des coopératives agricoles actuelles, pour vous, c'est plutôt une force? Moi, je pense que quand elles sont armées parce qu'il y a des équipes dirigeantes et il y a des administrateurs et administratrices qui s'emparent des sujets, qui les traitent. Et quand on voit le travail qui est fait à la fois très collaboratif et le nombre de réunions où il y a des échanges qui sont parfois directs et qui sont constructifs, je pense qu'à la fin, ça produit des décisions qui sont... je ne sais pas si elles sont meilleures, mais en tout cas qui permettent d'inscrire la coopérative dans la durée de manière durable. Alors ça va nous permettre la transition avec Annick Brunier dans un instant, mais j'ai deux questions à vous poser. Vous êtes un petit peu critique dans le référentiel, si j'ai bien lu en tout cas, sur ce que vous appelez le smart farming, c'est-à-dire la prise en compte des données, des nouveaux services grâce aux nouvelles technologies. Ça veut donc dire que ce n'est pas encore tout à fait open dans les coopératives agricoles. Alors, ça dépend des activités. Il y a des activités où le smart farming se développe plus que d'autres, mais c'est sans doute effectivement quelque chose à intégrer, parce que comme peut-être Internet a bouleversé le commerce en développant le e-commerce, sans doute le smart farming va bouleverser en partie l'activité agricole. Et les coopératives qui vont investir ou accompagner surtout les adhérents dans ce mouvement-là seront sans doute des coopératives qui seront mieux armées dans le futur pour affronter les différents enjeux qu'elles auront à affronter. Une dernière question avec vous, Léa Thiroir. Parlez-nous un peu en quelques instants de ces trois pouvoirs auxquels vous faites allusion dans le référentiel. Le pouvoir exécutif, le pouvoir souverain et le pouvoir de surveillance. Alors, le pouvoir exécutif, c'est celui de l'équipe de direction. C'est un pouvoir classique qu'on retrouve dans toutes les formes d'entreprise. Le pouvoir souverain, pour l'entreprise classique, c'est celui des actionnaires. Mais dans le cas d'une coopérative, il y a quelque chose qui est particulièrement notable et intéressant parce qu'il introduit la démocratie. Ce sont les adhérents coopérateurs qui détiennent le capital. Mais en détenant le capital, ce n'est pas le plus gros actionnaire qui décide, puisque les adhérents n'ont qu'une seule voix. Ils ont la même voix que n'importe quel autre adhérent. Et c'est ça qui fait sans doute toute la spécificité, une spécificité qui est difficile parfois à expliquer dans les instances européennes, Chantal en parlera peut-être, et qui fait sans doute l'intérêt de ce modèle-là aussi. Parce qu'il introduit de la discussion et du débat au sein des différentes sections sur le terrain, avec les adhérents et dans le système d'élection qui va conduire des adhérents, des élus, des agricultrices ou des agriculteurs au niveau du conseil d'administration. Et le pouvoir de surveillance ? Et le pouvoir de surveillance, comme son nom l'indique, ça évite simplement qu'un pouvoir l'emporte sur l'autre et soit exercé sans contrôle. Et ce pouvoir de surveillance, il va s'exercer souvent à travers le conseil d'administration. Mais il sert à quelque chose, ce pouvoir-là ? Oui, il est important parce qu'il évite la dérive. Le pouvoir de surveillance a-t-il un vrai pouvoir ? Le pouvoir de surveillance a un pouvoir quand il est bien exercé parce que justement, il va permettre un échange constructif et le fait d'aboutir à une décision qui est construite collectivement. Et c'est sans doute son intérêt principal.